Et cette fois, je l'ai laissé jusqu'à la fin, la petite chanson. Bon, parce que j'étais pas prêt, tout simplement. Et on a pris notre temps pour terminer les petits préparatifs. J'apparais ici même sur vos écrans. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le MLR Show. MLR Show, alors numéro 2 en 2025, mais on va dire 0.5 ou moins 1 comme vous voulez pour cette saison 2025 de MLR. Pourquoi? Eh bien parce que on fera ce soir la prève de la conférence Ouest et que la semaine prochaine on s'attaquera à la conférence Est. On a commencé par le plus facile parce que comme ça on travaille moins, exactement, parce que c'est un peu ça le credo des Outsiders TV. J'aimerais vous dire que je suis avec du monde, que je suis avec mes habituels acolytes, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui ce sera moi et moi. Et du coup, eh bien, vous allez avoir une émission bien avec des superbes débats où je serai d'accord avec moi-même, ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas. Mais on va quand même la faire, cette petite preview de la conférence Ouest, malgré tout. Et dernière minute. Un forfait de dernière minute avec ce bon vieux Adrien Abadi qui m'a quitté pour aller travailler. On peut le comprendre, c'est normal. C'est pas, c'est assez logique. Et malheureusement, notre ami Pierre Amiche, lui, de son côté, n'a pas de voix. Voilà, on peut pas tout avoir, hein, comme quoi. Donc, eh bien, cette preview de MLR, cette première preview de la saison, elle sera en ma compagnie, seule, avec beaucoup moins de débat. Donc, une émission évidemment relativement courte. On reviendra, enfin, normalement, on repart la semaine prochaine de toute façon. Adrien sera de retour. On espère que Pierre aura retrouvé sa voix. Qu'Antoine sera dispo, il travaille aussi, évidemment, et puis tous les autres qui sont dans l'équipe, qu'on espère revoir très très vite. Donc, le format, il est très simple. On va parler de chaque équipe, des forces en présence, des principaux transferts, évidemment, du calendrier qui s'annonce sur les 5 premières journées de chaque équipe. On va pas faire tout le calendrier, ça n'aurait aucun sens. Voilà, pour qu'on voit les forces en présence à l'instant T, à aujourd'hui 11 jours du début de la MLR 2025, la 8e édition du championnat américain. Je l'avais dit, je l'ai déjà dit, je le redis, cette saison encore, on sera là pour le MLR Show tous les mardis soirs à 20h. Voilà, ça va être rendez-vous fixe. L'horaire pourra varier éventuellement selon des cas exceptionnels. Ce sera qu'à la semaine prochaine d'ailleurs, j'en parlerai en fin d'émission. Et puis, on espère évidemment avoir d'autres contenus sur Twitch via la MLR, puisqu'on aura évidemment du contenu sur les réseaux sociaux avec la MLR, le top essai, comme toujours, les extraits évidemment des lives des MLR shows, etc. Mais on espère avoir d'autres choses sur la MLR que le MLR show. On va s'attaquer donc à cette petite preview de la conférence Ouest. 5 équipes seulement, ça tombe bien que je sois tout seul sur celle-là. Sur l'autre, ça aurait été un poil plus long. Ça va pas changer grand chose, évidemment. Je vous mets tout de suite, évidemment, vous le savez, la carte de la MLR. Je suis très fier de cette carte, alors du coup, je vous la mets. On va donc aller de Los Angeles jusqu'à Houston, en passant par Seattle, Utah et San Diego. Alors, Utah, c'est pas une ville, hein, évidemment, par Harryman. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelques précisions, etc., de poser vos questions. On espère que Pierre Amiche a promis qu'il serait dans le chat. On va débattre de manière, enfin moi de manière orale, lui de manière écrite dans cette émission quand il aura l'occasion de faire un saut, évidemment, pour venir nous voir. Au niveau de l'ordre, on va pas faire un ordre particulier de préférence ou autre, etc. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par ordre de l'équipe la moins bien classée de la saison dernière à la mieux classée. C'est pour ça qu'on ira de Los Angeles à Seattle, en passant donc du coup ensuite on déroulera selon le classement. Alors en conf, mais surtout final de cette MLR. Donc on va commencer bien tout de suite par l'équipe de Los Angeles, le RFC Los Angeles, qui vit donc sa deuxième saison à LA. Vous le voyez, j'ai mis une petite astérisque sur ce 2020 et sur les deux playoffs, puisque pour ceux évidemment qui ne le savent pas, Los Angeles n'est pas une franchise qui a été créée à 100% en 2024 lors de sa première apparition, puisque en fait c'est la franchise d'Atlanta qui a été délocalisée. Donc c'est pour ça que on a pris le parti de garder les stats d'Atlanta, puisque la franchise en elle-même
existait déjà, donc première saison en 2020 avec 2 playoffs, hein. Atlanta, ça a été une place forte du rugby qui n'a pas réussi à remporter de titre, malheureusement, vous le voyez. Steve Hoiles, c'est le nouveau manager. On a changé de manager du côté de Los Angeles, donc voilà, il faudra s'habituer à avoir de nouveaux noms. Il y en a quelques-uns sur les bancs qui viennent d'arriver. Je vous passe très rapidement sur le bilan de la saison 2024, 6ème de la conférence Ouest, ça on le savait, 32 points, 5 victoires, 1 nul, 10 défaites. C'est pas si mal pour un. Encore une fois, c'est un faux nouveau, mais ça reste une équipe qui s'est construite de A à Z et bien qui, du coup, forcément, avait beaucoup moins d'automatisme que les autres et qui est tombée dans la conférence Ouest qui est la plus dure, comme d'ailleurs dans de nombreux sports américains. Le plus important, c'est ce qui va arriver maintenant. Voilà, pour chaque équipe, ce sera ce même schéma, bien évidemment. On a sorti un joueur phare dans cette équipe de Los Angeles. On a décidé de mettre Semi Kunatani, évidemment, parce que 10 essais la saison dernière en seulement 15 matchs. C'est plutôt pas mal. En troisième ligne, évidemment, il peut jouer un petit peu partout, hein. Semi Kunatani, on peut le mettre à l'aile. C'est un petit peu le leader de cette équipe. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis en joueur phare? Pourquoi est-ce que je l'ai mis en joueur phare? Tout simplement parce que il était en contrat en 2024. C'était pas gagné pour qu'il signe à Los Angeles. Pourquoi? Tout simplement parce que il y avait potentiellement des équipes qui auraient pu être intéressées, que ce soit en MLR, que ce soit dans d'autres championnats, qui ont peut-être plus de moyens. On pense par exemple au championnat japonais, voire certaines franchises du Super Rugby, les Fijian Drone par exemple, qui ont affronté justement LA il y a de cela quelques jours au Fidji, tout simplement avec une victoire des Fidjiens. Je sais plus combien, tiens d'ailleurs, on va aller voir. Le petit Fijian droit RFC Los Angeles, c'était ça reste n'empêche un match qui est très très important parce que il a il marque un petit peu le début de l'ère de l'importance de la MLR, tout simplement. Ça montre un petit peu que la MLR, elle est désormais indéniablement très très importante dans dans le monde du rugby. Je vous mets évidemment quelques petites images de ce qu'a montré la saison dernière Los Angeles. Ça, c'était une victoire du côté de Utah. Il y a quelques essais de Semi Kunatani. Parce que je vous le disais, pour moi, c'est le joueur phare. Il a finalement re-signé. Et c'est vrai que cette équipe de Los Angeles, elle va être très très intéressante à suivre. Alors c'est un petit peu le problème de ne pas être plusieurs et pouvoir débattre tranquillement, hein. Ça va être beaucoup moi et moi, je le rappelle. Mais elle va être très intéressante à suivre cette équipe de Los Angeles parce qu'elle termine certes dernière de la conférence Ouest, mais déjà elle bat 2 fois Utah à domicile et à l'extérieur. Logique quoi, euh, généralement. Vous le voyez, ça c'était la dernière journée contre Utah. Ils ont gagné autant de matchs que les Warriors. La différence s'est faite sur quelques bonus par-ci par-là, évidemment. Une équipe qui a un gros pack, de jolis caleçons verts aussi. Ça mange pas de pain. Et donc, je le disais, c'est Miku Natani, voilà, qui est capable, vous voyez, sur ce genre d'action où ça se joue un petit peu au ras, de venir prendre le ballon puis de venir casser tous les plaquages tout seul et d'aller marquer. Voilà, c'est ça, c'est Miku Natani. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu quand il était à Toulouse, parce que c'est vrai qu'il a pas énormément évolué avec le Stade Toulousain. Quand il était en Europe, c'est vrai qu'il n'a pas forcément été à son meilleur niveau. Il a brillé au Seven avec les Fidji, justement. Il a été champion olympique à Rio en 2016. Hein, c'est pas n'importe qui, c'est Miku Natani. Voilà, c'est bien de se remémorer ce qu'a montré Los Angeles l'année dernière parce que c'était loin d'être ridicule. Alors Steve Brett, lui, il a malgré tout été invité à prendre la porte, le manager Steve Brett, et donc été remplacé par Steve Hoiles. Vous l'avez vu, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir ce qu'est capable de produire cette équipe de Los Angeles. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qui est important de voir? Eh bien justement, et c'est ça qui sera le plus intéressant sur chaque équipe dans ces previews de la MLR, ce sont les principaux transferts. Et le tableau des transferts à Los Angeles, il est rempli. On ira voir un petit peu, on sera un petit peu plus exhaustif dans quelques secondes, mais voilà. On a mis les arrivées, on a mis les 5 principales arrivées, les 5 principaux départs, et on a mis en doré les choses très importantes. Et le fait est qu'il y a des arrivées qui sont très 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 importantes. Rhys McDonald,
Voilà, pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas, c'est tout simplement le meilleur arrière de la saison, le rookie de la saison 2023, double champion avec New England les 2 dernières saisons, qui est capable de fulgurance phénoménale et qui a décidé de signer du côté de Los Angeles avec effet immédiat jusqu'en 2026, enfin pour la saison 2025 et 2026, donc pour 2 saisons. Il avait envie d'un nouveau challenge, tout simplement. Il l'a dit. Voilà. Donc Rhys McDonald, c'est une vraie très belle prise. Elle était clairement inattendue. Et elle a fait passer Los Angeles dans un tout autre. Elle a fait passer tout simplement la note des transferts de Los Angeles était déjà très élevée. On est passé dans une autre dimension, tout simplement. Parce qu'il y avait déjà eu Christian d'ailleurs, un arrière du côté de Houston, donc la meilleure équipe de la saison régulière 2024. Gonzalo Bertranou, qui nous arrive d'Europe, un demi de mêlée international, pas si mal. Mike Sosenefeagai, ancien Agenais, donc ça joue en Pro D2, c'est un niveau qui est au-dessus de la MLR, hein, il faut dire ce qui est. Christian Lealifano, bon celui-là je l'ai mis, il méritait peut-être pas d'être en jaune. Allez, mais voilà, c'est international australien, évidemment, puis samoan, ancien joueur des Brumbies, de Waikato. Voilà, un demi d'ouverture, là aussi, de haut niveau qui a participé au Rugby Championship avec l'Australie. Donc voilà, on a 5 noms, juste sur ces 5 noms, c'est déjà très très solide. Et au niveau des départs, alors il y en a quelques-uns. Henry Speight, c'est un joueur connu, évidemment. Wilton Rebolo, joueur brésilien, c'est pas mal aussi. Mais à côté des arrivées, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas tant de pertes. Et je le répète encore une fois, ils ont conservé Semi Kunatani. Je comptais demander à tout le monde, à chaque fois, la note sur 20 du mercato. Moi, LA, je mets 18, tout simplement. C'est difficile de faire mieux. Ça peut jamais être parfait. Et puis surtout, on va attendre de voir. La sauce ne peut pas prendre. Sosenefeagai et Alifano, ça reste avant tout des inconnus. Même Bertranou, c'est pas jeune et ça connaît pas la MLR. Il faut s'y habituer évidemment. Donc on verra évidemment. Mais au rayon des départs, c'est plutôt pas mal. Je vous le disais, on va être un petit peu exhaustif désormais. Vous allez voir que il y a beaucoup de transferts, hein. Vous voyez, il y a des noms dans tous les sens. Il y a des noms vraiment dans tous les sens. Ils ont vraiment recruté sur toutes les lignes, ou quasiment. J'en ai pas parlé, il y a un nom qui est très important aussi, c'est Billy Mix, centre de Chicago, qui arrive. Chicago, finaliste de la conférence Est la saison dernière, battu d'un rien par New England. Micaiah Wynard, qui arrive en provenance de La Rochelle. Ça, c'est incroyable. Enfin, voilà, il y a des joueurs comme ça. Deuxième ligne, hein, Micaiah Wynard qui est arrivé. C'est assez phénoménal, hein. Je cherchais en même temps quel poste, parce que j'étais un petit peu perdu là-dessus. Wynard, donc deuxième ligne de La Rochelle. Ils ont récupéré un ou deux gars de Dallas, puisque évidemment Dallas a disparu. Voilà, Vaughan Isaacs qui est un arrière ou un ailier, et Lucas Burr qui est un autre deuxième ligne. Voilà, ils ont du très très lourd. Il y a quelques joueurs qui sont partis, évidemment, ça peut poser problème. J'ai dit Wilton Rebolo qui signe à Houston. On a également Max Kajijeko, troisième ligne, qui a fait de très très belles choses du côté de LA la saison dernière. Et on a également Dan Olised. Bon, voilà, c'est pas non plus les joueurs qui vont faire perdre qui vont faire perdre d'un niveau cette équipe de Los Angeles. Donc on a véritablement une équipe qui passe en quelques mois de semi-nouvel arrivant, en tout cas nouvel arrivant, qui logiquement termine dernier de sa conf, sans être ridicule, hein, au passage, à favori pour être dans les playoffs tout simplement la saison prochaine à l'ouest, hein. On rappelle qu'il suffit de finir devant une seule équipe. Ils sont 5, il y a 4 places, ça va aller très vite, ça se jouera entre Los Angeles et Utah sur le papier. Bref, ça devrait bien se passer pour LA. Et par contre, et ça c'est ce qui est important à noter, c'est le début de saison, il est sur le papier, il peut être cauchemardesque. New England, Houston à domicile pour commencer, tu vas à San Diego, t'accueilles Seattle, tu vas à NOLA. Bref, il y a un monde où malgré cet effectif monstrueux, Los Angeles est à 0 victoire après 5 journées. Il en reste 11 derrière, c'est beaucoup.
Mais attention, attention. Et ça peut jouer dans ce championnat un petit peu particulier où certaines équipes joueront d'autres adversaires 2 fois et d'autres non, puisque, on le rappelle, sur le papier, on ne joue l'autre conférence qu'une seule fois, mais bon, bah avec ce championnat à 11, ce championnat, le calendrier est un petit peu chamboulé. Eh ben, il va falloir peut-être potentiellement faire attention à ces calendriers, notamment quand il y aura des matchs en semaine, puisque certaines équipes auront des matchs les mardis ou mercredis après avoir joué le samedi, et potentiellement certaines rejoueront encore le week-end d'après. Donc il y aura des moments cette saison où ça va être très particulier, et bah, Los Angeles fait partie de ces équipes justement qui auront un match en semaine durant la saison. Et il y a déjà ce très très gros calendrier en début de saison. Voilà, vous avez vu, on a posé les bases de cette présentation. Maintenant, on va aller évidemment un petit peu plus vite. Il n'y a personne pour me répondre. Si jamais dans le chat, il y a quelqu'un qui pose une question, je serai là pour y répondre, bien évidemment. On passe à Utah. Utah qui a l'énorme déception de la saison dernière. En fait, on va passer de tout à rien. En termes de notation, en termes de transfert, de mercato, on va passer de tout à rien. Bon, les petites infos sur les Warriors. Maintenant, vous commencez à les connaître, nos petits Warriors, depuis 2 ans qu'on en parle sur les Outsiders TV. Zions Bank Stadium, évidemment. On espère y aller un jour, très clairement. 2 qualifications pour les playoffs. Ça ira certainement pas plus loin. 5 victoires, 11 défaites, je le disais. Ils finissent avec 35 points, mais avec autant de victoires que Los Angeles, et surtout plus de défaites, parce qu'ils perdent un match de plus. C'est complètement aberrant. La saison de Utah l'année dernière est totalement manquée. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Le joueur phare, on va pas se mentir, on s'est creusé la tête pour le trouver. Frank Lockery, 2e ou 3e ligne, néo-zélandais, a fait une très grosse saison. Au-delà des stats, il met 5 essais. C'est un gros plaqueur, un gros gratteur. C'est un des joueurs qui a, pour le coup, lui, été plutôt très bon. Et voilà, qui mérite quand même qu'on en parle. Salut Turbo Zinc, salut à toi. Eh bien, écoute, bienvenue dans le MLR Show. J'espère que tu vas bien. Bah, ravi de t'avoir dans le chat. N'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à te présenter, rugbystiquement ou autre d'ailleurs. On est là pour discuter aussi, évidemment. Euh, et pour débattre. Alors je vais très bien, je me sentais seul jusqu'à ce que tu arrives. Les aléas du direct et les aléas des absences des potes, enfin des ex-potes évidemment, puisque voilà, Adrien Abadi sera blacklisté désormais sur les Outsiders. Évidemment, je mens bien entendu. N'hésite pas à me dire si tu connais de la MLR, ce que tu en connais, si tu suis déjà, si tu connais des équipes, etc. Des joueurs, bien sûr. C'est important. On est là vraiment pour faire découvrir la MLR. Ça fait 2 ans qu'on travaille à ça. On l'a fait découvrir à certaines personnes, on le sait, mais on espère évidemment la faire découvrir au plus grand nombre. Et ça passe notamment, bien sûr, par vous montrer les images. Et les images de Utah, on va vous montrer quelques-unes. Je vous passe très rapidement, et ça c'est important, le tableau du mercato de Utah. Et c'est en ça que je disais que ça va être une saison très compliquée et qu'on passait de tout à rien par rapport à Los Angeles. Et c'est que les départs, ils sont affreux. Paul Monel, titulaire en pilier. Caleb McKinney, Mika Kruse, Michael Manson, titulaire sur la ligne arrière. Tom Tuavao, titulaire en 3e ligne. Il n'y a pas d'autre mot. Ils ont perdu 4 de leurs 6 ou 7 meilleurs joueurs. Voilà. Il reste Joe Mano, il reste Joel Oxon. Je l'ai dit, il reste Frank Lockery, il reste Bailey Wilson. Allez, sur les 10 joueurs, sur les 10 très bons joueurs de cette équipe, il y en a 4 qui sont partis. Et quand on a vu commencer à tourner la saison dernière, ça va être très compliqué pour cette équipe de Utah cette année. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Michael Manson, c'est du très 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 lourd. C'est du très 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 lourd. Voilà ce que c'était Michael Manson. Voilà, c'est je cours le 100 mètres en quelque chose comme 11 secondes 3, si je dis pas de bêtises. J'en dis beaucoup. C'est possible que je me souvienne mal, mais je crois que c'est ça. Je crois que le 100 mètres, il le court en seconde 3. Il a des mains hyper agiles. Le mec est tout simplement inarrêtable. Ballon en main, il est inarrêtable. Les essais, il les a enchaînés dans tous les sens la saison dernière. Meilleur marqueur de la saison dernière. Voilà, c'est juste une petite mobilette.
qui a fait énormément de bien à Utah, ça n'a pas suffi. Et désormais, il est parti. Ouais, il est très sympa TurboZinc, le Michael Manson. Et alors Michael Manson, pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec les Warriors? Il était censé prolonger avec les Warriors. Le fait est, et on va pas se mentir, c'est une super nouvelle pour lui. Le mec va jouer en Super Rugby. Il a été recruté par l'équipe de les Highlanders. Voilà, il va jouer avec les Highlanders en Super Rugby. Donc, bah, en fait, il n'y a pas photo. Il peut jouer en MLR avec Utah ou en Super Rugby avec les Highlanders. Donc, il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Michael Manson, il s'est tout simplement révélé aux yeux du rugby Néo-Z grâce à cette saison avec les Warriors. Et donc, il sera là. Il sera pas là cette saison. On le verra pas cette saison. Mais il sera avec les Highlanders en Super Rugby. Super Rugby, vous pouvez suivre sur Canal. Je pense que vous le savez. Tu me disais, je connais pas grand chose à la MLR, ça joue en conférence et en tant que Français, on doit supporter la Nouvelle-Orléans. Évidemment, évidemment. Et alors, la Nouvelle-Orléans, on va en parler en long, en large et en travers, évidemment, la semaine prochaine, quand on fera la conférence Est. On a reçu Kélian Galtier il y a de ça quelques semaines, au moment de l'annonce de son transfert du côté de la Nouvelle-Orléans. Tu peux aller suivre ça. Et d'ailleurs, tous, vous pouvez aller suivre ça sur le YouTube des Outsiders TV. On met les replays de toutes les émissions. J'en reviens à ces pauvres Utah Warriors. Je rappelle que nous, on a suivi les Warriors depuis 2023, que moi, je fais un syndrome de Stockholm, que c'est vraiment complètement l'équipe que je suis. Il y a quand même deux arrivées qui sont plutôt sympas. Liam Coltman, ancien Lyonnais. Donc voilà, encore une fois, on a des anciens joueurs de top 14 qui arrivent en MLR. Alors on est sur la fin de carrière pour Liam Coltman, c'est la même chose pour Kélian Galtier, c'est la même chose pour Xavier Mignot qui a signé à Nola aussi. Mais voilà, ça reste de très bonnes signatures. Nick Ben aussi, c'est un très très bon joueur qui va pouvoir faire du bien. Centre de Dallas, centre ou ailier de Dallas. Voilà, après c'est du nombre, hein, c'est du nombre, voilà. Voilà, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont signé et certains arrivent voilà, des autres championnats un petit peu en dessous. On pense à New Pulusu qui arrive de Salt Lake City Gladiators. Euh, voilà, il y a des joueurs qui n'avaient pas de club tout simplement. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent évidemment des provinces néo-zélandaises parce que bah, ce sont des joueurs qui font la moitié de la première moitié de l'année jouent en MLR, puis font le championnat des provinces en deuxième partie de saison. Et alors non, pour répondre à ta question Turbo, non pas du tout. Des joueurs de MLR comme ça qui signent en Super Rugby comme l'a fait Michael Manson, à ma connaissance, c'est la première fois. Ça fait 2 ans qu'on travaille vraiment sur la MLR, donc je peux pas certifier ça, je peux pas certifier que c'est la première fois, mais de connaissance, de mémoire, c'est la première fois qu'on a un mec qui, comme ça, fait un tel boulot en MLR qu'il signe en Super Rugby. Encore une fois, comme je le disais, il y a beaucoup de Néo-Zélandais dans ce championnat parce que la temporalité fait que les mecs peuvent jouer 6 mois aux États-Unis et se faire 6 mois avec leur province en NPC en Nouvelle-Zélande. Et forcément, on peut aussi certains finissent par basculer en Super Rugby, mais c'est pas tant du fait de ce qu'ils font à MLR que ce qu'ils font avec le championnat des provinces. Ce qui n'est pas le cas de Michael Manson, hein. Si je dis pas de bêtises, il fait pas le NPC la saison 2024. C'est juste que le mec, il est beaucoup trop fort en MLR, donc on lui donne sa chance. Et encore une fois, je vous ai montré, il va très vite. Mais le mec est agile, ça s'est vu l'essai contre New England, il est tout simplement monstrueux. Donc voilà, ça c'est pour le petit tableau des transferts de cette formation de, de Utah. Il y a Fred Apoulou pardon, qui arrive de Chicago. On a un joueur de New England qui est Gabe Casey, qui est un centre également. On a D'Angelo Leulia qui centre aussi ou demi d'ouverture qui arrive des Moana Pacifica. Voilà, il y a quand même quelques joueurs qui arrivent. On attendra de voir, mais sur le papier, ça sent pas très bon. Le début de saison, voilà, les 5 premiers matchs de la saison. En plus, il y a 3 déplacements et 2 matchs à domicile face aux 2 meilleurs mêlés, aux 2 meilleurs packs de la saison, Nola et Houston. En débutant par un déplacement à Chicago, bon bah ça va être compliqué. Chicago a un triangle arrière qui est absolument incroyable aussi avec Dominguez et Oxberger. On y reviendra évidemment la semaine prochaine. T'enchaînes avec Nola et Houston. Bon bah potentiellement tu peux te faire marcher sur la gueule par les 2 packs. Tu vas à Miami, chez qui tu as perdu l'année dernière et qui est beaucoup plus solide que la saison dernière indéniablement. Quand on voit la fin de saison 2024 de Miami, ils auraient peut-être pu aller chercher Old Glory. Et tu vas à Seattle, la meilleure équipe de la conférence. Donc
Compliqué, compliqué. Non, alors non, Chicago est à l'est. Chicago a basculé à l'est depuis 2024. C'est un découpage très américain, évidemment, surtout que là, il y a 11 équipes, donc c'est un petit peu particulier, mais Chicago a débuté à l'ouest en 2023. La première saison de Chicago, ils étaient à l'ouest, et parce qu'il y avait beaucoup d'équipes à l'est, et avec les disparitions de Toronto et de New York entre 2023 et 2024, les arrivées de Los Angeles, qui a basculé d'Atlanta vers Los Angeles, Chicago est passé dans la conférence Est. Et Chicago est finaliste de la conférence Est la saison dernière, donc et pas favori, mais outsider de cette saison. Voilà. Les 5 équipes de la conférence Ouest, bah, je vais te remontrer la carte, Turbo, comme ça tu seras bien au fait. Voilà. Jusqu'à Houston, c'est à l'Ouest, et à partir de Nola, c'est la conférence Est. Donc, voilà. Donc 6 et 1. On devait avoir Dallas qui a donc décidé de ne pas repartir en 2025 et qui pourrait repartir en 2026. On pourrait repartir en 2026 avec un championnat un peu plus facile à lire, un peu plus lisible avec ces 6 équipes de chaque côté. Et évidemment, pas mal de projets d'expansion du côté de la MLR, mais les équipes financièrement ont du mal à tenir. Bah, merci d'être passé, Turbo, c'est très gentil d'avoir discuté un petit peu avec moi. Bah, n'hésite pas à venir la semaine prochaine. Tu t'abonnes, la petite cloche pour avoir la notif des lives, et puis ensuite, eh bien, voilà, pour discuter avec nous et apprendre parfois des petites choses. Voilà, pour Utah, je pense qu'on a fait le tour. Désormais, on peut passer, du coup, désormais, à San Diego. Donc là, on attaque des équipes qui ont été en playoff la saison dernière. Le Legion qui a terminé 3ème, évidemment, on fait pas le 4ème, c'était Dallas. Ils sont plus là. San Diego, tout simplement, une équipe qui a été 5 fois en playoff et qui n'a toujours pas de titre. 2 défaites en finale 2019, 2018 ou 2019, je n'ai plus les chiffres. Et 2023. Hello, la Steve, bienvenue à toi aussi. Bah écoute, n'hésite pas à te présenter, on est là pour discuter. Poser des questions, comme l'a fait Turbo Zinc tout à l'heure. Et merci d'être là, merci de venir un petit peu discuter avec moi, parce que je suis malheureusement tout seul ce soir, je le répète, pour ceux qui ont rejoint en cours. Adrien Abadi devait être avec moi, et malheureusement, il a eu un boulot de dernière minute, et il a bien raison d'en profiter. Pierre Amiche, lui, n'a pas de voix, on espère le voir dans le chat d'ici quelques instants. J'en reviens donc à San Diego, qui a fait une très grosse saison, 11 victoires, 5 défaites, c'est un très bon bilan. Battu d'un fil à Seattle, alors d'un fil et pas d'un fil, il perd 30-28 en demi-finale de conf face à Seattle, en ayant marqué 2 essais à la 78e et 81e. Hein. Donc le score est trompeur, ils étaient bien en dessous. Deuxième, donc j'ai mis deuxième de la conférence Ouest, ils finissent 3ème. Hein. J'ai fait une erreur sur mon petit graphique. C'est pas grave, ça arrive. Le joueur phare, ça a été très très dur. Ça a été très très dur. Alors c'est toujours c'est la pub pendant ce temps-là, donc on va attendre 30 secondes que la pub se termine. Voilà, je pense qu'elle est repartie. Ça a été très dur de choisir un joueur phare dans cette équipe de San Diego. Pourquoi? Eh bien parce que, pour ceux qui suivaient un peu la MLR, Manonou, Matt Guito faisait partie du Legion la saison passée. Et c'est vrai que on avait tendance à dire que c'était un petit peu les leaders de cette équipe. Le fait est que ils ont enfin pris leur retraite, on a envie de dire pour la 2e fois d'ailleurs, pour Matt Guito, au passage. Ça a été un peu dur de sortir un nom. On a choisi Connor Tupai. Voilà, c'était le demi titulaire. Il a mis quelques essais. Il a plutôt bien conduit le jeu de cette équipe de San Diego. Il est jeune également, donc voilà, il y a un vrai joueur à suivre en l'occurrence avec Connor Tupai. Je vous mets pendant ce temps-là quelques images de ce qu'ont pu montrer les joueurs du Legion. Alors, je le disais, hein, c'est une des équipes majeures de cette MLR. 2 finales en 7 éditions de MLR, dont une qui n'est pas allée au bout, c'était 2020, qui a été stoppée. Donc voilà, c'est en 6 véritables saisons, ils ont été 2 fois en finale, ça veut dire qu'un an sur 3 ils y sont. Ils ont perdu à chaque fois d'un rien. Hein. San Diego, c'est un petit peu les poulies d'or de la MLR. Quand ils perdent en finale contre Seattle, donc en 2018 ou 2019, je crois que c'est 2018, je crois que c'est la première saison, ils prennent un essai après la sirène et ils perdent de 2 points, ou 3 points. Donc bon, bah, ils étaient devant, hein, tout simplement, sans prendre l'essai. Et puis, 2023, ils perdent d'1 point contre
New England, alors qu'ils sont largement là aussi favoris de cette, euh, de cette finale. Voilà, je le répète, c'est un petit peu les poules d'or, un petit peu les losers, entre gros guillemets, de cette EMLR. Et là, ça paraît un peu compliqué. Pas mal d'équipes semblent au-dessus. Tu as raison, là, Steve, j'ai parlé de Matt Guito, j'ai parlé de Mahanonou. Mais c'est vrai, Mikey Théo, l'arrière aux 125 kilos, si je dis pas de bêtises, et en vrai, j'exagère à peine, et c'est arrêté. C'est pas, il est parti, il a pris sa retraite, il a 31 ans seulement, hein, Mikey Théo. Mais ouais, ouais, il est parti, et il va falloir lui aussi le remplacer, parce que eh ben, c'est pas gagné. Il est d'ailleurs dans le tableau, Mikey Théo. Je l'ai mis en numéro 1 d'ailleurs. Je l'ai mis en numéro 1. Je saurais pas dire pourquoi, mais voilà. C'est vrai que Mahanonou il jouait, mais bon, Mahanonou il était plus en vacances, hein. Et à côté, Matt Guito a beaucoup moins joué la saison dernière. A quand même été titulaire au poste de numéro 10 à une certaine période. Mais voilà, ça manquait de toute façon de vitesse, ça manquait de folie. C'est vrai qu'on a vu sur les quelques images qu'on a montées, oui, on a vu quelques trucs sympas et pas mal d'essais un peu sympas. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça a été une saison un peu compliquée. Wakana BT est parti également. Ça aussi, c'est une perte. Il y a pas mal de joueurs à l'arrière qui sont partis. Et un petit peu comme Utah, Utah j'aurais mis deux, hein, au niveau du mercato. San Diego, c'est difficile à dire. On va mettre 10 parce qu'au moins ça a un petit peu renouvelé l'effectif. Mais c'est un peu dur d'être très exhaustif sur les joueurs parce que l'arrivée phare, c'est Alejandro Pradillo. Et on l'a jamais vu jouer, il joue en Nouvelle-Zélande. Donc c'est un peu compliqué de parler pour le moment du mercato de San Diego. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que leur début de saison, eh bien, il est pas mal. Il est pas mal. Match à domicile contre Seattle, ils les avaient battus. Dernière journée de la saison régulière, ils avaient gagné à domicile au Snapdragon contre Seattle. Donc pourquoi pas? À voir évidemment dans quelle mesure arrive Seattle, dans quelle mesure les deux équipes sont prêtes. Mais derrière, il y a un déplacement Anthem, donc la victime expiatoire qui est censée faire encore une fois 0 cette saison, même si ils seront beaucoup plus dangereux qu'en 2024. Déplacement All Glory, pas facile, évidemment, mais ça reste dans les cordes d'une équipe comme le Legion. Accueil de Los Angeles, accueil de Miami. On a 3 matchs à domicile pour les 5 premières journées. Moi, j'ai envie de dire, sur le papier, ça se joue. Ça se joue et je réitère que bah, après 5 matchs, là où Los Angeles peut avoir 0 victoire, San Diego peut avoir 3 voire peut-être 4 victoires en ayant joué à l'extérieur notamment. Ça peut se faire. Encore une fois, San Diego, c'est une grosse énigme. C'est une grosse énigme. Et aujourd'hui, si je devais faire un classement de 1 à 5 sur les équipes de la conférence Ouest, San Diego serait pas top 3. Voilà. San Diego, pour moi, c'est l'équipe qui va terminer quatrième de cette conférence Ouest, qui va donc aller en playoff, évidemment. Parce que, encore une fois, je ne vois pas Utah dans ce top 4. Mais San Diego me paraît à peine au-dessus des Warriors. Peut-être qu'on se trompe, peut-être que je me trompe, je sais pas pourquoi je dis on, je suis tout seul. Mais voilà, c'est quelque chose qui, pour le coup et pour moi, est tout à fait plausible de voir le Legend derrière Los Angeles dans dans cette conférence Ouest 2025. On en reparlera de San Diego. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le documentaire produit par Prime qui est sorti. Je voulais vous passer le teaser, on en discutait derrière. Bon, évidemment, comme il n'y a pas grand monde pour interagir malheureusement, mais c'est très très intéressant et on aura l'occasion d'en rediscuter avec toute l'équipe du MLR Show. On accélère et on va passer au Houston Sabercats. Alors, ça, c'est la grosse énigme. C'est la très grosse énigme de la fin de saison dernière, ou pas d'ailleurs, si on s'appelle Pierre Amiche, parce que ça avait été très bien vu par Pierre Amiche, c'est que eh bien, Houston n'allait pas aller au bout. Premier de la conférence Ouest, mais surtout, avant tout, premier de la saison régulière tout court. 67 points, 14 victoires, 2 défaites seulement. Euh, Houston devait être champion. Houston devait être champion. Il n'y avait pas d'autre mot. Personne ne pouvait arrêter les chats-sabres. Mais en fait, bah, c'est l'équipe la plus improbable qui est venue les arrêter. C'est tout simplement cette équipe de Dallas. Et on a envie de dire que bah, c'était mérité, hein, parce que cette demi-finale de conf,
Bah, Houston l'a tout simplement pas géré. Tout simplement pas géré. Et Dallas, qui pourtant avait fait une saison, alors une saison très bonne au niveau des Jackals, au niveau des Chacos, a fait un début de match tonitruant. Là où Houston a pêché à la manière de ce qu'il pêchait sur les derniers matchs, mais en pire, tout simplement. Il y a aussi cette histoire de karma hein, qui, je pense, a rattrapé cette équipe parce que cet essai, ça, ce geste, non, ça n'existe pas. Quand t'es mené 12-10 à la 24e par une équipe qui a gagné 2 matchs sur les 2 saisons précédentes et qui se retrouve entre guillemets par miracle, en tout cas par accident en playoff, quand tu prends l'avantage, t'as pas le droit de faire ça. Voilà. Et derrière, derrière tu payes. Hein. Tu le payes bien évidemment parce que cette équipe de Dallas, elle avait été tout simplement phénoménale. Houston, c'est un des gros packs de cette MLR, le plus gros ou le deuxième, ça dépend. Nola est aussi très solide grâce au travail énorme de Nicolas Godignon. Mais globalement, c'est une équipe très lourde. Et c'est une équipe qui fait très mal à ses adversaires dans la conquête, dans le petit jeu, dans le jeu d'avant. Le problème, c'est que quand il fait chaud, ça tient pas. Et ça, je reprends les mots exacts de Pierre Amiche qui disait je suis pas sûr que cette équipe elle tienne jusqu'au bout parce que c'est lourd. On parle d'un 10 AJ Alatimu qui pèse plus de 100 kilos. Enfin voilà, tout est lourd dans cette équipe. Il y a 25 Sud-Africains, ils sont là pour te péter la bouche. Voilà, ça n'a pas marché sur la saison dernière, mais globalement, cette équipe des Chats-Sabres, elle a pas trop bougé, et ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez, il y a quand même 2 départs qui sont très importants. C'est Christian d'ailleurs, on l'a vu, il a signé à Los Angeles. Gaiden Van Wyk, ça c'est un gros départ par contre, parce que c'était un très très bon troisième ligne. C'est un joueur hyper intéressant et qui faisait du bien au paquet d'avant de Houston. D'ailleurs, on sait pas du tout où il a signé. Hein. On sait pas du tout où il est parti. Aucune idée. Vraiment, on n'a pas d'infos. Gaiden Van Wyk. J'ai pas trouvé les infos. Donc, si la Steve, tu as une réponse là-dessus, je suis preneur. Mais j'ai pas d'infos sur où est parti Gaiden Van Wyk. Et je suis d'accord avec toi. Je suis assez dégoûté. Je porte pas particulièrement les Sabercats dans mon cœur. Mais c'est vrai que c'est une très très grosse perte pour le championnat et évidemment pour les Chassables. Au niveau des arrivées, par contre, ils l'ont remplacé en gros quasiment pas tout à fait poste pour poste parce que Touifua peut aussi jouer 6 ou 7, mais avant tout c'est un 8. Samuel Tufua qui arrive donc de Dallas, qui a fait le court voyage depuis Dallas pour remplacer Van Wyk tout simplement. Randy Oliver, l'ancien demi de mêlée de Dallas qui est arrivé aussi. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi, je pense ils se sont pas trompés au niveau de leur recrutement. Surtout qu'ils ont pris Michael Scott. Alors, je pense que ça va bien déménager dans les vestiaires, évidemment. C'est pour ceux qui ont la ref, évidemment. Michael Scott qui arrive des Waratahs. Si vous voulez l'info complète, Wilton Rebolo, on l'a vu aussi tout à l'heure avec Los Angeles. Ça reste un effectif, c'est un des rares effectifs qui a très peu bougé. Je vous montre rapidement la fenêtre. Voilà, vous voyez, on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de changements dans cette équipe de Houston, pardon. Et du coup, il y a forcément cette continuité qui va jouer et qui est forcément un avantage. Il y a un moment où les fondamentaux, les automatismes vont être là. Pothuman est toujours là, parce que ça on ne l'a pas dit, mais Heineke Meyer est parti après ses 3 années de travail, mais Pothuman, qui était le coach de l'équipe, est toujours là. Donc on va rester dans la même lignée. Beaucoup de Sudaf, beaucoup de percussions, grosses percussions, et du poids. Voilà, du poids. Donc c'est une équipe qui indéniablement va encore marcher sur la gueule de tout le monde. À voir si elle aura retenu la leçon, évidemment. Mais ça restera encore une fois un des favoris pour le titre, tout simplement. Et on va arriver, bien entendu, tout de suite à la meilleure équipe de la saison régulière, enfin de la saison régulière, de la conférence Ouest l'année dernière. Par défaut, oui et non, un petit peu quand même. C'est Seattle, bien sûr, une des équipes les plus titrées de cette EMLR. 2 titres, 2018-2019, les 2 premières saisons, 5 fois en playoff. Mais 4 finales perdues, enfin 4 finales, 2 perdues, les 2 dernières, et notamment en août dernier quand ils ont perdu contre New England. Et il n'y avait pas photo. Hein. Il n'y avait pas photo pour cette équipe de Seattle qui là aussi semble un petit peu en perte de vitesse, je trouve. Je vous remontre très rapidement
Le bilan, 11 victoires, 5 défaites. Ils terminent à 10 points. Ils ont terminé la saison dernière à 10 points de Houston. Il y avait un gouffre entre les deux. Mais ils ont eu la chance de voir Dallas venir taper Houston. Et donc en finale de conf, ils sont pas allés à Houston. Ils ont accueilli Dallas, ce qui est un net avantage, on va pas se mentir. Et ils ont gagné, vous le voyez, tout juste 28-25. La finale était un peu serrée, mais en fait New England avait vraiment le dessus, 20-11. Il y avait encore une fois pas vraiment grand chose à faire pour cette équipe de Seattle. Là aussi, il y a quand même pas mal de changements. On a gardé certains joueurs malgré tout qui sont très importants dans le roster de cette équipe de Seattle. Et pour nous, le joueur phare, ça aurait pu être un autre, mais je pense que Dan Creel, c'est un des noms évidemment qui font partie des premiers à être inscrits sur la feuille de match du côté de Seattle. Parce que c'est tout simplement très solide, hein. C'est un très très bon joueur qui a fait énormément de bien à ce centre du terrain, qui a mis quelques essais, vous voyez. Alors il y a eu des pertes, hein, par contre. Ça c'est sûr, il y a eu pas mal de pertes. On va commencer. Alors j'ai mis Tevita Kuridrani en premier, alors qu'il a quasiment pas joué en 2024. Je sais pas pourquoi. Mais la perte la plus importante, c'est Mac Mason, qui était tout simplement le meilleur marqueur de cette équipe, si ce n'est du championnat. Alors il a été devancé par Jason Potros l'année dernière, mais c'est un des meilleurs marqueurs de MLR qui est parti, tout simplement. Je le disais, Kuridrani. Et après, il y a eu pas mal de départs, mais il n'y a pas non plus des gros noms. Peter Malcolm a pris sa retraite, Zabirek et Baker sont partis à Chicago. Tavitello Lopetti, ça c'est un bonne recrue pour San Diego, je pense. Voilà, ça a un petit peu bougé, vous le voyez. Du côté des arrivées, ben, il y en a deux, trois qui sont très intéressantes. Dewal Kodze, donc, qui est un talonneur qui va remplacer. Bah, justement, ils ont perdu tous leurs talonneurs, hein. Malcolm, Perry, Zabirek sont partis. Hop, et ben on fait venir Jesse McHale des Ravens de UB Cobb, c'est une université. Kieron Van Veren des Sharks en Afrique du Sud, hein, pas en Angleterre. Et puis Dewal Kodze, qui est l'un des meilleurs talonneurs de MLR qui arrive de Dallas, feu Dallas bien sûr. Eux aussi ils ont pris quelques joueurs des Chacos et c'est pas mal. L'autre arrivé que j'ai mis en doré, c'est Mika Kruse, et évidemment ancien de Utah, centre ou ailier, qui va faire énormément de bien. Au Genoa, j'aurais pu le mettre aussi en jaune. Parce que c'est un très très bon numéro 8 qui arrive de Nola Gold. Et quand on sait que Nola Gold justement a eu une très très belle mêlée, c'est plutôt pas mal. J'ai dit Juan Pablo Saiz, deuxième ligne, première ligne, pardon. euh, également. Et puis Eddie Fouché, voilà, Eddie Fouché qui arrive des Griquas en Afrique du Sud. La question, là, Steve, Sam Matenga, il revient en cours de saison de sa province ou tiens, alors Sam Matenga, c'est une bonne question. Pour moi, il est plus du tout en contrat. Pour moi, il est plus du tout en contrat et j'ai même envie de dire si, non, c'est sûr, il reviendra pas parce que les Seawolves, ils ont sorti. Je vais aller le chercher. Ils ont sorti leur roster de l'année et Sam Matenga, pour moi, il y est pas. Pour moi, il y est pas du tout. Hop, on va aller voir ça. Pas du tout. Hop, le roster. Tac, tac, tac. Hop. Non, non, il y est pas. Il y est pas. Je te montre. Je vous montre. Pour ceux qui sont là. Hop. Le petit roster. Ils ont fait un truc très joli en plus sur Insta. Voilà. Ça va être l'équipe de la saison. Avec toujours JP Smith en demi-mêlée titulaire, le sud-africain. Avec donc Eddie Fouché, je le disais, qui est arrivé, l'autre demi d'ouverture, un autre Sudaf. On a Mika Kruse pour jouer au centre avec Dan Creel qui peut jouer évidemment sur l'aile. Attention à Tony Poulou, il était déjà l'année dernière. Divan Rousseau, Tony Poulou sur les ailes, pardon. Divan Rousseau à l'arrière. Pagaini en troisième ligne, c'est très très bon. Voilà, c'est une équipe qui est assez solide, hein, encore une fois. Rino Herbst, Zeiss, encore, je l'ai déjà dit, Cameron Orr, les piliers sont très solides. Dewal Kodze au talon. Voilà, il y a une très très bonne équipe. Mais voilà, il y aura pas de Sam Matenga du côté de Seattle cette saison. Et oui, ça fait partie des joueurs que j'ai pas mis en avant d'ailleurs. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans le top 5 des départs. Mais Sam Matenga,
Euh, bah, pour l'instant, on n'en sait pas plus que il est reparti du côté de l'équipe de Tasman. Pour l'instant, à voir. On termine très rapidement avec le calendrier de début de saison de Seattle. Et comme Los Angeles, je le trouve très, très, très compliqué. Très compliqué. Déplacement à San Diego puis Houston pour commencer. Accueil de New England, le champion. Déplacement à Los Angeles, puis accueil de Utah. Ça veut dire que les deux matchs les plus simples, ce sont les trois derniers de ce top 5. Il y a un monde, là aussi, où Seattle, après 5 matchs, a 0 victoire. Il y a une possibilité que cette équipe n'ait pas de points, ou des points de bonus défensifs éventuellement, ou offensifs, mais il y a un monde où Seattle, après 5 journées, n'a pas de victoire. Et du coup, c'est là aussi hyper excitant, hyper intéressant, parce que il y a peu d'équipes au final qui ont un coup à jouer. Alors évidemment, ils peuvent très bien avoir 0 victoire et puis derrière s'en sortir. Il suffit de pas être dernier dans la conférence Ouest. Mais voilà, quand on voit par exemple ce qu'a un San Diego à côté, eh ben, on pourrait se dire que San Diego a peut-être l'occasion de prendre un peu de large par rapport à Seattle. Surtout qu'en plus, il y a un affrontement direct. Euh, voilà, c'est plutôt compliqué. Oui, 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 j'exagère. Utah à domicile, ça devrait aller. C'est vrai, c'est vrai. Je vais peut-être un petit peu. Allez, on va dire après 4 journées, ils peuvent être à 0. Voilà. Et derrière, ils lancent la saison contre Utah. Utah qui sera d'ailleurs en vrai probablement à 0. Hein. Je remets le calendrier des Warriors. Utah, ils peuvent être à 0 après 5 matchs aussi. Je l'ai pas dit, je l'ai dit sur Los Angeles, je l'ai pas dit sur Utah, mais je pense que Utah, en 2025, je vais le dire tout de suite, Utah, il gagne 4 matchs. Voilà, je tente quelque chose. Utah, 4 victoires. Je crois qu'en plus, ils font partie des équipes qui vont jouer 2 fois Anthem. Et je compte donc Anthem là-dedans. Allez, je vais dire 5. 5 victoires sur 16, comme l'année dernière. Je pense que ça va être une très très longue année pour Utah. Malheureusement. Et du coup, par contre, je vais terminer par ça. Je vais terminer. Alors, j'ai pas de visuel pour ça. On va terminer rapidement par un top 5 de la conférence Ouest. Là, Steve, n'hésite pas à me donner ton pronostic. Moi, pour moi, je vais le mettre à l'écrit également. 5, bah, ce sera Utah. 4, ce sera San Diego. 3, bah, ce sera LA. 2, Seattle. Et 1, Houston. Pas encore trop sûr pour Seattle-Houston. Et je pense que ça va se jouer dans un mouchoir de poche pour le top 3. Je ne serais pas surpris que LA soit premier ou deuxième de cette conférence Ouest. Vu l'équipe qu'ils ont, vu le potentiel qu'a cette équipe, je pense que ça peut faire très mal. Seattle, je pense, a quand même assez d'armes, malgré quelques départs un peu compliqués, à la possibilité de tenir son rang encore dans cette conférence Ouest. Et Houston, c'est pas, c'est pas un accident en tant que tel, cette défaite contre Dallas, parce qu'on la sentait venir, mais ça reste une contre-perf. Sur la saison régulière, ils seront présents de toute façon. Ouais, d'accord avec toi, juste suivant LA, si l'alchimie elle prend, inversé avec SD. Oui, c'est ça, c'est ça. En gros, ça va probablement se jouer entre Los Angeles et San Diego pour la troisième ou quatrième place. Ce qui change pas grand chose, hein, le format des playoffs. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, le premier accueille le quatrième, le troisième accueille le deuxième. La finale de conf se joue sur le terrain du mieux classé. Ça veut dire que bah, le premier ou le deuxième, c'est probablement le premier ou alors le deuxième, comme ça s'est passé l'année dernière avec Seattle qui avait joué du coup à domicile. Et puis ensuite, bah, évidemment, la finale du championnat. Ça, ce sera pour dans longtemps, évidemment. Houston, Seattle, LA, San Diego, Utah, mon top 5 de la conférence Ouest. Je demanderai à mes acolytes, évidemment, de donner leur avis également. Merci, la Steve, d'avoir été là. Merci à Turbozen qui était passé tout à l'heure. On va se quitter très rapidement parce que de toute façon, malheureusement, on n'a pas l'occasion de débriefer beaucoup plus. Mais ça a été bien évidemment un plaisir de pouvoir lancer cette saison de MLR de cette manière via cette petite preview. La semaine prochaine, eh bien rendez-vous à 21h. Voilà, petit changement. 21h, pourquoi? Eh bien parce qu'on aura un invité, un ancien joueur de MLR, Simon Bienvenu, un des Français passés par la MLR qui a joué du côté d'Austin, qui sera avec nous. Il est actuellement en Australie, donc
20h, ça faisait un petit peu tôt pour lui le lendemain matin. Donc 21h pour eh bien, la preview de la conférence Est. Et pour discuter avec Simon. Donc ce sera une émission un petit peu plus longue que ce soir évidemment. Mais n'hésitez pas de toute façon à vous abonner, à suivre sur les réseaux sociaux, la cloche pour avoir les notifs des lives. Et puis de toute façon, cette émission elle sera dispo sur YouTube en intégralité pour le replay. Et sur nos comptes Insta et TikTok, évidemment, on sort aussi des petits extraits des émissions. Je vous souhaite une très très bonne soirée, merci d'avoir été avec nous. Et à la semaine prochaine.